Imaginons un instant la scène. Le réveil sonne. Et avant même qu'une seule pensée consciente traverse l'esprit, la main a déjà cherché le téléphone sur la table de chevet. Le fameux réflexe du matin. Mais grave. Le pouce scrolle l'écran, le corps se lève, les pieds trouvent tout seuls le chemin de la machine à café dans le noir total. Et c'est exactement le même trajet en voiture pour aller bosser. En fait, tout ça se passe littéralement comme si un programme informatique tournait en arrière-plan. C'est le pilote automatique, ouais. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui dans notre exploration. On a rassemblé une pile de recherches fascinantes sur le développement personnel et l'apprentissage pour comprendre comment pirater ce programme. Parce que les chiffres de nos sources sont quand même fous. Apparemment, arrivés à l'âge de 35 ans, 95% de nos pensées et de nos comportements sont juste des habitudes inconscientes. 95%, ouais. C'est énorme. C'est terrifiant si on est sur pilote automatique presque toute la journée, ça veut dire qu'on conduit même plus notre propre vie en fait. C'est vrai que ce chiffre de 95%, il paraît complètement irréel au début, mais en fait, ça s'explique par la pure biologie. Le cerveau humain, c'est vraiment une machine qui est conçue pour économiser de l'énergie à tout prix. Genre pour pas surchauffer. Exactement. Il représente à peine 2% de notre poids corporel, mais il siphonne genre 20% de notre énergie métabolique. Donc pour éviter de griller les fusibles, il y a une structure dans le cerveau qui s'appelle les ganglions de la base, qui prend carrément le relais. D'accord, les ganglions de la base. Ouais. Dès qu'on répète une action assez de fois, le cerveau va créer un raccourci neuronal. C'est un peu comme un petit sentier battu dans une forêt, tu vois. Au début, il faut débroussailler, mais après, c'est super facile d'y marcher. Et du coup, on marche sans y penser. Voilà. Et pour la survie, c'est d'une efficacité redoutable. Le seul piège, c'est que ce confort-là est ultra séduisant. Le cerveau, lui, fait pas la différence entre une super habitude qui nous fait du bien et une boucle toxique qui nous maintient complètement coincés. Ah ouais, ils jugent pas la qualité de l'habitude en fait. Donc cette sensation qu'on a tous, tu sais, de voir les journées se fondre les unes dans les autres, c'est pas un manque de volonté, c'est juste notre biologie qui économise sa batterie. C'est tout à fait ça. Mais du coup, la grande question c'est, si on est coincé dans ces fameux ganglions de la base, comment on fait pour reprendre le volant? Parce que la réaction de la plupart des gens, et moi la première, c'est d'attendre d'être motivé. Ah, la fameuse motivation. Mais oui, on se dit toujours, bon, allez, j'attends le grand déclic du 1er janvier, ou alors j'attends lundi prochain pour qu'une énorme vague d'énergie me tombe dessus et que je change tout. Et c'est exactement là que tout le système s'effondre. Vouloir s'en remettre à la motivation pour créer un changement qui dure, c'est un non-sens total sur le plan neurologique. Dans les notes qu'on analyse aujourd'hui, il y a une image que je trouve brillante. Ils disent que la motivation, c'est comme chercher du Wi-Fi au beau milieu du désert. Ah, l'angoisse, hein? Mais c'est ça. C'est hyper imprévisible. Tu vas avoir une barre de réseau pendant 3 secondes et bam, ça disparaît. Pile au moment où tu en as le plus besoin pour envoyer ton message. La motivation, c'est lié à des pics de dopamine qui sont par nature éphémères. Donc miser dessus, c'est mort d'avance. Si on base un vrai projet de vie ou l'apprentissage d'une compétence sur la météo émotionnelle de la journée, ouais, on fonce dans le mur. Ce qui nous amène direct à cette alternative géniale qu'on a trouvée dans nos documents, c'est le concept du temps de poche, le fameux pocket time. Ouais, le temps de poche. En gros, au lieu d'attendre d'avoir une plage horaire magique de 2 heures avec un bureau super bien rangé et les planètes alignées, on utilise les flaques d'eau. Il y a cet exemple dingue dans nos recherches, l'histoire de cette mère de 2 enfants. Ah oui, avec son emploi du temps de ministre. Grave, une vie épuisante et pourtant elle a réussi à apprendre une toute nouvelle langue en n'utilisant que ses minutes volées. Genre 5 minutes en marchant vers l'arrêt de bus, 10 minutes pendant sa pause déj et 7 minutes juste avant de dormir. Et elle appelait ça ses petites pièces de monnaie. J'adore cette métaphore. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur les temps morts. Parce qu'on croit souvent que l'apprentissage, ça demande forcément une immersion de malade, sans aucune interruption. Alors que pas du tout. La répétition espacée, même sur des durées super courtes, ça consolide la mémoire 100 fois mieux qu'une session de bourrage de crâne de 3 heures le dimanche soir. Ouais, je comprends le concept des petites pièces de monnaie, c'est mignon. Mais je vais me faire l'avocate du diable une seconde. Vas-y. 5 minutes pour apprendre une langue complexe, genre le japonais ou l'arabe. C'est pas un peu de la poudre aux yeux? Enfin, je veux dire, la grammaire, la syntaxe, tout ça demande une vraie concentration. Est-ce que le cerveau a vraiment le temps de s'y mettre en 5 minutes? Ou c'est juste un truc pour se donner bonne conscience? C'est une super objection. Et t'aurais totalement raison si on considérait ces 5 minutes comme l'intégralité du moteur d'apprentissage. Sauf que c'est pas le moteur, C'est quoi alors? c'est le système d'allumage. Et c'est là qu'on touche à un truc passionnant. L'effet Zeigarnik. Pour remettre un peu de contexte, dans les années 20, il y a une psychologue qui s'appelait Bluma Zeigarnik. Elle passait son temps à observer les serveurs dans un café à Vienne. D'accord, pourquoi des serveurs?
parce qu'elle a remarqué un truc de fou. Ces serveurs, ils pouvaient mémoriser des commandes ultra complexes pour des grandes tablées sans jamais rien noter. Mais dès que l'addition était payée, hop, ils oubliaient tout instantanément. Ah ouais, le cerveau efface le disque dur. Exactement. Elle a prouvé que notre cerveau maintient en fait une tension cognitive super forte pour les tâches qui sont inachevées. Il déteste ce qui n'est pas terminé. Du coup, en te forçant à bosser sur un projet pendant juste 5 petites minutes, tu plantes volontairement un bug dans le logiciel de ton cerveau. Tu ouvres une boucle en fait. Voilà, tu ouvres une boucle cognitive. Attends, donc si je m'arrête au bout de 5 minutes, je crée carrément une frustration artificielle? Genre mon cerveau va continuer à tourner en tâche de fond parce qu'il supporte pas de pas avoir fini. Précisément. Cette toute petite action, elle crée de l'élan, du momentum. Une fois que l'action est lancée, ton cerveau, lui, il va chercher à tout prix à fermer cette boucle pour libérer sa dose de dopamine, l'hormone de la récompense. La conclusion de tout ça, elle est hyper contre-intuitive, mais vitale. C'est l'action qui précède la motivation, et jamais l'inverse. L'envie vient en faisant quoi. C'est ça. L'envie de continuer apparaît seulement après avoir fait le premier pas. Ok, mais du coup, ça pose un autre problème. Si allumer le moteur, ça prend que 5 minutes, la vraie question, c'est pourquoi on refuse aussi souvent de tourner la clé? Et quand on lit bien nos sources, on se rend compte que c'est presque jamais un problème d'emploi du temps. Ah non, le temps, c'est souvent une excuse. C'est le perfectionnisme le vrai coupable. Nos documents décrivent ça comme une petite voix intérieure, une espèce de tyran dans notre tête qui nous paralyse à l'idée de produire un truc médiocre. Le perfectionnisme, c'est fou, parce que c'est souvent vendu comme une qualité, tu sais, genre dans les entretiens d'embauche. Le fameux « mon plus grand défaut, c'est d'être perfectionniste ». Ouais, voilà. Une exigence de qualité, soi-disant. Mais psychologiquement, c'est juste un mécanisme de défense. C'est un bouclier pour se protéger du jugement et du rejet des autres. L'amygdale, qui est la zone de notre cerveau qui gère la peur, elle réagit à l'idée de faire une erreur en public presque de la même façon qu'elle réagirait à un tigre à dents de sabre. Une vraie menace physique, quoi. Exactement. Et pour éviter cette douleur du jugement, on se réfugie dans la surpréparation. Ah, la fausse productivité, je me sens tellement visée là. On connaît tous ça. Au lieu de juste s'asseoir et commencer à écrire ce fameux projet, on va télécharger 3 nouvelles applications d'organisation super chères On achète des beaux carnets Moleskine. avec des stylos à code couleur et on passe 3 jours à faire un planning sur 6 mois sur Excel. Pour moi, cette préparation excessive, c'est vraiment comme essayer de construire le toit d'une baraque alors qu'on n'a même pas encore coulé les fondations juste parce qu'on a une peur bleue que les voisins jugent la couleur du béton frais. Mais l'image du toit sans fondation, c'est exactement ça. C'est d'une absurdité totale. On exige de soi-même le chef-d'œuvre final avant même d'avoir commencé le processus. C'est pour ça que la stratégie du début chaotique, le fameux messy start dont parlent nos sources, elle est si puissante. Le Messi Start, j'adore l'idée. En fait, il s'agit d'accepter consciemment de faire un travail complètement nul au début. Et pour calmer l'amygdale, qui panique, nos notes suggèrent un recadrage sémantique hyper intéressant. Au lieu de se dire « je suis vraiment nul à ça », il faut se dire « mes compétences sont en construction ». En construction, ah ouais, la nuance est forte. Parce que ça veut dire que la médiocrité qu'on produit sur le moment, c'est pas notre identité définitive, c'est juste une étape technique, un passage obligé. C'est exactement la différence que font nos documents entre les faits et la peur. Oui, l'histoire de la lampe de poche. Les faits, c'est comme une lampe de poche chussée. Ça éclaire un problème super précis. Genre, ok, ma grammaire est complètement fausse sur cette phrase, je dois corriger la conjugaison. Mais la peur, par contre, ça agit comme un brouillard super épais. C'est une distinction vitale à faire. La peur, elle te donne zéro information utile sur ce que tu dois faire. Elle fait juste que déformer la réalité, elle te fait croire que si ton brouillon est raté, ça prouve que tu es génétiquement incompétent. Elle te paralyse complètement. Voilà, le brouillard paralyse, alors que la lampe de poche, elle dirige. Du coup, plonger volontairement dans ce fameux début chaotique, c'est accepter d'avancer dans le noir, juste avec sa lampe de poche, et de dissiper le brouillard uniquement par l'action brute. Bon, disons qu'on a réussi à braver ce tyran antérieur, on a coulé le béton frais, on a accepté le début tout pourri, mais une fois qu'on a passé la première, souvent on se mange un nouveau mur. C'est l'incertitude totale. Le moment où on se sent perdu. Voilà, on est au milieu du truc et on sait plus quoi faire. L'analogie dans les recherches, c'est celle d'un immense labyrinthe végétal. Tu sais, tu marches entre des haies vertes gigantesques, tu tournes à gauche, à droite, sans trop savoir pourquoi. Et le pire là-dedans, c'est cette horrible impression que tous les autres dans le labyrinthe, on leur a filé une carte détaillée à la naissance. Sauf à nous. Sauf à nous-y.
on est les seuls à galérer. C'est tellement vrai. Et cette sensation d'isolement, elle est souvent amplifiée par notre entourage. Toujours par souci de sécurité, notre cerveau a besoin de l'approbation du groupe. Sauf que, quand tu commences à changer de voie ou à tenter un truc nouveau, le groupe y panique. Ah, ça me rappelle le passage sur le groupe WhatsApp familial dans notre analyse. C'est tellement universel ce truc. Dès que tu oses sortir du lot pour explorer une nouvelle voie, c'est le tribunal qui s'ouvre. Ah oui, chacun y va de son conseil. Mais oui, t'as un oncle qui t'assure que l'intelligence artificielle va détruire tout ton secteur dans 2 mois, la tante qui jure que le seul vrai métier c'est dans l'immobilier, et les parents qui te parlent que de la sécurité de l'emploi en CDI. Sous cette avalanche de bruit, la petite boussole intérieure qui t'avait soufflé « essaie donc cette voie un peu créative », elle finit complètement noyée au fond de l'eau. Ce bruit extérieur, il écrase littéralement l'intuition. Et pour réussir à reconnecter avec cette boussole interne, il y a un outil fascinant dans nos sources. C'est le journal des objets perdus et trouvés. Le Lost and Found Journal. Ça sonne un peu poétique, c'est quoi exactement? C'est un exercice de réévaluation cognitive super concret. Tu prends un carnet, sur la page de gauche, tu notes les moments spécifiques où tu t'es senti complètement paumé ou que tu as vécu un échec. Et sur la page de droite, face à face, tu cherches activement ce que cette période de flottement t'a permis de trouver. Faut rendre ça concret pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Imaginons quelqu'un qui écrit côté perdu. On m'a refusé la promotion sur laquelle je bossais depuis 2 ans, je suis dans une impasse totale. Du côté trouvé, s'il fait l'effort de chercher, il pourrait écrire « Finalement, j'ai trouvé la certitude que je déteste l'ambiance de cette boîte et j'ai trouvé le courage de refaire mon CV pour changer de domaine. » En fait, l'idée, c'est de forcer le cerveau à extraire une donnée utile de la souffrance. C'est exactement ça. Et ce recadrage, il change la neurochimie de ton cerveau. Tu passes de l'anxiété liée à la perte à de la curiosité liée à la découverte. Et ça libère de la dopamine. Le fait de se sentir perdu, ça devient plus un bug du système, mais juste ton GPS interne qui recalcule l'itinéraire. J'adore cette image du GPS qui recalcule. Moi, l'incertitude, ça me fait souvent penser au petit cercle de chargement sur les vidéos YouTube, le buffering. Ah, le truc qui tourne au milieu de l'écran? Ouais, le truc hyper frustrant. T'es coincé dans les limbes. L'ancienne scène est finie, la nouvelle n'a pas encore chargé, et ton cerveau vrille d'impatience. Mais du coup, question sérieuse. Comment on fait la différence entre un simple moment de buffering, où il faut juste être patient, et une vraie alarme qui te dit que tu t'es planté de chemin? C'est la grande question, et ça touche à ce qu'on appelle le codage prédictif du cerveau. En gros, notre cerveau passe sa vie à essayer de deviner ce qui va se passer dans la seconde ou l'année qui vient. Quand la réalité ne matche pas avec sa prédiction, ça crée une erreur de prédiction. Et c'est ça qui te donne cet inconfort physique. Donc l'incertitude, le buffering, c'est désagréable parce que le cerveau n'a plus assez de données pour prédire la suite. Voilà, c'est de l'anxiété pure face à l'inconnu. Par contre, la véritable alarme interne qui te dit que tu es sur la mauvaise route, elle ressemble pas du tout à ça. Elle ressemble plutôt à un épuisement lourd et silencieux. C'est une dissonance cognitive qui s'installe quand ce que tu fais au quotidien va totalement à l'encontre de tes valeurs profondes. Ah ouais, c'est vachement plus lourd comme sensation. Mais pour être capable d'entendre cette petite différence subtile entre le buffering normal et le vrai épuisement, faut avoir l'esprit hyper clair. Et ça, nos sources sont formelles, ça demande de faire un immense ménage autour de soi. Elles parlent notamment de redéfinir son régime d'information et de poser des limites. C'est crucial. L'environnement, c'est comme un architecte invisible dans notre tête. On connaît tous l'adage qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Aujourd'hui, cet environnement-là, il englobe nos écrans. Et le régime d'information, c'est l'idée que le cerveau, il digère l'information exactement de la même manière que ton estomac digère un repas. D'accord, donc ce qu'on appelle le doom scrolling. Oh, scroller à l'infini. Ouais, tu sais, le soir dans son lit, tu fais défiler des vidéos morbides, des polémiques, des drames sur les réseaux. En fait, c'est l'équivalent mental d'aller manger dans un fast-food tous les jours. Ça te provoque une inflammation de l'esprit. Littéralement. Tu finis lourd, tu deviens cynique, et le lendemain, t'as plus aucune bande passante mentale pour t'attaquer à ton défi chaotique dont on parlait. C'est une fuite d'énergie qui est monumentale. Et ce bruit permanent, il a un autre effet pervers. Il renforce ce que les chercheurs appellent l'habitude de s'excuser. Le sorry habit. Ah, s'excuser pour tout et n'importe quoi. Exactement. S'excuser de prendre de la place, de poser une question en réunion, de respirer presque. Sur le plan de la psychologie évolutionniste, c'est juste un mécanisme d'apaisement tribal. À l'époque, nos ancêtres s'excusaient pour montrer qu'ils n'étaient pas une menace, pour pas se faire virer de la tribu, parce que l'exclusion, c'était la mort.
Mais aujourd'hui, on fait ça par pur réflexe. Et ça flingue notre confiance en nous. Totalement. Et le pire, c'est qu'il suffirait parfois d'un petit switch. Genre, remplacer un « désolé de vous déranger » par un « merci pour votre temps ». Ça reprogramme ce vieux réflexe de survie. Mais évidemment, ça implique de savoir poser des limites, ce qu'on appelle les boundaries. Et là, honnêtement, la transition est pas simple. C'est sûr que c'est pas magique. Surtout pour les gens qui ont le syndrome du sauveur, le fameux people pleasing. Si depuis toujours je me vois comme la personne sympa qui dit oui à tout le monde, dire non à quelqu'un, ça donne l'impression d'être une personne horrible. Comment on fait pour poser des limites sans se sentir coupable? C'est là que l'image des portes est super utile. Souvent, on voit les limites comme des énormes murs de briques qu'on construit pour s'isoler agressivement du monde. Alors qu'en réalité, ce sont juste des portes, avec une serrure. Des portes, ok? T'as totalement le droit d'ouvrir grand ces portes quand t'as l'énergie d'accueillir tes proches, et t'as même le devoir de les fermer à clé quand t'as besoin de protéger ta concentration. Mais pour fermer cette porte sans culpabiliser, il faut qu'il y ait un vrai changement d'identité à la base. Attends, un changement d'identité? La logique, ça serait plutôt de se dire « je vais me forcer à dire non 10 fois de suite, et à force de le faire, je finirai par me considérer comme quelqu'un de ferme ». C'est l'action qui crée l'identité, non? Eh ben, figure-toi que c'est l'erreur la plus courante. L'identité doit obligatoirement précéder l'action. Ah bon? Ouais. La neuroplasticité de ton cerveau, elle est dirigée par le récit que tu te racontes à l'intérieur. Si tu te dis juste « j'essaye vraiment d'arrêter de dire oui à tout », ton cerveau, lui, il entend quoi? Il entend que tu restes un people pleaser au fond, mais qui fait un petit effort temporaire. Donc l'élastique va forcément péter. Voilà, la résistance interne va être énorme. Par contre, si tu adoptes consciemment la nouvelle identité, je suis quelqu'un qui protège son temps pour avancer sur ses priorités, alors dire non, ça devient juste le comportement logique et naturel de cette nouvelle identité. Ah, tu deviens le capitaine du navire, quoi. C'est ça, t'es plus la victime qui subit son pilote automatique. T'es aux commandes. C'est brillant. Et si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, le plan d'action pour sortir de ces fameux 95% de pilote automatique, il est super clair. 1. On arrête les bêtises avec le Wi-Fi dans le désert. On n'attend plus que la motivation tombe du ciel. 2. On utilise les petites pièces de monnaie, le temps de poche de 5 minutes, pour déclencher le moteur avec l'effet Zeigarnik. C'est le résumé parfait. Ensuite, on calme l'amygdale, en remplaçant la paralysie du perfectionniste par la joie du début chaotique. On avance dans le brouillard de la peur, mais avec la petite lampe de poche d'effet. C'est beau. Et puis quand on se sent perdu dans le labyrinthe, au lieu de stresser en écoutant les conseils paniqués du groupe WhatsApp familial, on utilise ce temps de buffering pour recalibrer notre boussole, tout en fermant bien les portes pour bloquer la malbouffe mentale de nos téléphones. En fait, tout ça, ça prouve un truc essentiel. Reprendre sa vie en main, c'est pas une explosion digne d'un film hollywoodien. C'est juste l'accumulation presque invisible de choix minuscules. C'est exactement ça. La répétition de l'insignifiant finit toujours par créer le monumental. C'est l'architecture silencieuse du changement. Eh bien, pour clôturer cette analyse en beauté, les notes de notre exploration nous laissent sur une pensée hyper provocatrice, que je trouve géniale à partager avec ceux qui nous écoutent. On a bien établi que la perfection est notre pire ennemi, et que notre ego est l'obstacle numéro 1 à l'apprentissage. Absolument. L'ego déteste apprendre parce que ça le force à être mauvais au début. Alors voilà le défi. Que se passerait-il si dès demain, on choisissait un nouveau passe-temps, mais avec l'intention ferme d'y être absolument et irrémédiablement épouvantable? Ah, d'être nul exprès. Oui. Et de s'engager, genre solennellement, à ne jamais essayer de s'améliorer. Apprendre à jongler en éclatant de rire à chaque fois que les balles tombent par terre. Faire de la peinture abstraite sans aucune technique, ou chanter atrocement faux dans sa voiture les fenêtres ouvertes. Juste pour entraîner neurologiquement notre cerveau à dissocier le fait de faire quelque chose de la nécessité de performer. C'est un pur acte de rébellion mentale, en fait. Faire l'expérience de la nullité joyeuse, c'est l'arme absolue pour tuer le petit tyran intérieur. Assassiner l'ego par l'imperfection totale. Tout ça pour libérer l'espace vital dont notre curiosité a besoin pour enfin respirer. Franchement, je trouve que c'est un sacré défi à méditer pour reprendre le volant de nos vies. C'est clair, on a du pain sur la planche.